Je ne vous vois pas, mais je suis vraiment très content que vous soyez là. Ils disent bonjour, et c'est merveilleux. On va pouvoir interagir avec le public en ligne et dans la salle. C'est quand même merveilleux, ça. Eh bien, nous sommes partis. Maintenant, vous reconnaissez tous les sponsors. Donc, il y a un terreau, il manque un sponsor. Lequel? Eh oui. Alors, il y a des milliers de choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et il a fallu que je fasse des choix pour que, à l'issue de cette session, vous ayez identifié une chose à changer pour accroître votre impact et votre satisfaction. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle un peu de la façon dont on va interagir ensemble, parce que comme vous êtes assez nombreux, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise un bras, comme ça, on met en l'air, et du coup, quand vous voudrez répondre oui, par exemple, vous irez par là. Quand vous voudrez répondre non, vous irez par là. Vous pouvez utiliser l'autre bras aussi, hein, ça marche aussi. Vous avez compris? Voilà. Et si vous ne savez pas ce qui se passe, vous faites comme les autres. Faites attention quand même, parce que de temps en temps, ils ne vont peut-être pas répondre comme vous. Du coup, en ligne, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont répondre dans le chat, et on aura quelqu'un qui nous dira qui nous dira comment ça se passe en ligne. Si ça ressemble vraiment différemment à ce qui se passe dans la salle, on pourra se poser des questions. Finalement, ils ne sont pas venus, et il y avait quand même une raison. Non? Ah bon. Alors, à l'issue de cette conférence, on a dit, vous aurez identifié une chose à changer qui va vous permettre d'accroître votre impact et votre satisfaction. Une chose. Alors, je suis Alexis Manville, ça vous l'avez vu sur le programme. Et ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est ce que j'ai appris en interviewant des gens à propos du leadership. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est de comprendre ce qu'était le leadership pour eux et quelles étaient les caractéristiques vraiment essentielles du leadership. Et quand je parle de leadership, évidemment, je parle de leader, je ne parle pas de manager. Ça peut être des contributeurs individuels ou des managers. Je n'irai pas sur la pente dangereuse, surtout s'il y a des managers dans la salle, pour dire que certains managers ne sont pas vraiment des leaders. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on pourrait tous être des leaders et que souvent, c'est exactement ce qui nous manque pour nous réaliser, contribuer à quelque chose qui compte vraiment pour nous. Mais du coup, c'est quoi ces caractéristiques qu'on pourrait développer? Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Ces interviews, j'en ai fait plein. À un moment donné, je me suis dit que ça devrait être une bonne idée de podcast, donc j'en ai fait un podcast. Et une autre idée, je me suis dit que j'allais interviewer plein de gens de Red Hat parce qu'ils étaient près de chez moi. Et par contre, tous ne voulaient pas être dans un podcast public. Du coup, j'ai fait un podcast interne. Ce qui est marrant, j'avais un podcast hebdomadaire pour parler de leadership avec des gens. 3 choses que j'ai appris au cours de toutes ces interviews. 3 choses qui sont revenues tout le temps comme des choses vraiment essentielles et que du coup, on peut se dire, si on veut développer notre leadership, on devrait travailler de ces choses. Alors vous vous dites peut-être, comme Porchia dans une interview que j'ai faite, ce truc de leadership, c'est pas pour moi. En fait, c'est ce qu'elle pensait au début de sa carrière, et en fait, quand on parle avec elle maintenant, on voit qu'elle a quand même appris beaucoup en passant. La première de ces caractéristiques, c'est cette capacité à façonner le futur. Parfois, on dit avoir une vision, et être capable de transmettre cette vision. Mais comment on fait ça? Puis la question que je me suis posée, et du coup la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut changer les autres? Alors, je vois que les questions binaires posent un problème. C'est tenter de répondre les deux. Il y a quand même plein de oui, hein. Il y a aussi beaucoup de non dans la salle, donc c'est assez partagé. C'est non en ligne. Voilà. Mais alors, du coup, ça pose la question, c'est si on ne peut pas changer les autres, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut se réaliser, si on veut atteindre son succès, sa définition de succès? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que, du coup, les autres sont sur le passage et nous empêchent d'atteindre notre succès? Qu'est-ce que c'est, cette histoire, si on ne peut pas les changer? Et si on peut les changer, alors, du coup, ça veut dire qu'on peut changer n'importe qui comme ça, non? On peut décider, bah, toi, tu vas être comme ça maintenant. C'est quand même bizarre. Du coup, je me suis posé la question, mais alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider
à savoir c'est quoi cette définition de succès, c'est quoi ce futur que l'on voit pour nous. Parce que finalement, façonner le futur, définir l'avenir, avoir une vision, ça commence peut-être par se la définir pour nous. Et il y a un exercice que j'aime beaucoup, et que je vous encourage à faire, évidemment. C'est un exercice qui utilise une technique de journalisation. Donc, vous allez revenir tous les jours sur la même chose. Et cet exercice, ça va être de prendre une demi-heure par jour, pendant 5 à 10 jours, et d'avoir un vrai engagement, vraiment une demi-heure, dans lequel, sans aucune interruption, vous allez écrire, avec des phrases, décrire votre meilleure vie possible. Et tous les jours, vous allez revenir sur votre exercice et l'améliorer, le changer peut-être, parce que vous aurez réfléchi entre les deux. Vous allez dire, ah mais tiens, j'ai pas parlé de ça, en fait. Oui, parce que la famille, j'en ai parlé le premier jour, mais peut-être qu'il y a d'autres choses dans la vie. Et peut-être qu'il y a d'autres choses, ce que je fais comme travail, plein de facettes de ma vie que je voudrais décrire. Et ça, c'est un exercice super intéressant. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, en parlant de façonner le futur, du coup, vous avez une vision du futur pour vous. C'est intéressant comme exercice. Et généralement, c'est fascinant ce qu'on apprend sur soi juste en faisant ce simple exercice. Parce que ça définit le succès pour nous. C'est quand même important. Le succès pour les autres, ce que les autres envisagent être le succès ou considèrent être le succès, c'est bien, hein, c'est intéressant, mais ce qu'on considère nous, c'est quand même mieux. Du coup, cet exercice, il est intéressant parce qu'on peut revenir sur quelque chose et l'améliorer. Et cet exercice, on peut aussi le faire en équipe. Et donc, si vous êtes dans une équipe, du coup, il y a un exercice qu'on peut faire en équipe, c'est d'essayer de travailler mieux ensemble. Et le travail ensemble, c'est une décision. Ça ne vient pas naturellement. Il n'y a pas des gens qui sont bons pour travailler ensemble et d'autres qui ne sont pas bons pour travailler ensemble. En fait, on n'a pas forcément toujours appris à travailler ensemble, mais surtout, on fait des hypothèses, comme vous avez pu l'écouter dans la conférence d'avant, sur ce que les autres pensent et on déduit des choses par rapport à leur comportement. Et du coup, se mettre d'accord sur ce que ça veut dire travailler ensemble et comment on fonctionne, c'est du coup super important. Et si on applique la même technique de journalisation en se disant, allez, on va prendre les 5 prochains jours, une demi-heure par jour, et on va répondre à ces 6 questions. Ces 6 questions, c'est Patrick Lencioni, qu'on a vu juste dans le slide d'avant, qui les a définies dans son bouquin qui s'appelle The Advantage. Son bouquin le plus connu est probablement les 5 dysfonctions d'une équipe. Je pense que c'est celui-là. Et du coup, celui-là n'est pas une nouvelle, mais aussi intéressant. Et c'est surtout ces 6 questions qui sont intéressantes. Parce que si vous imaginez que maintenant, vous avez ouvert un document partagé en ligne et que toute votre équipe va, pendant les 5 prochains jours, prendre une demi-heure, sans interruption, pour répondre à ces 6 questions, et que, évidemment, ça va surfacer des choses où pourquoi on existe, comment on se comporte dans l'équipe. Par exemple, on utilise des documents partagés en ligne pour permettre une collaboration asynchrone, ce qui favorise la contribution des plus introvertis d'entre nous, qui n'auraient peut-être pas parlé dans un meeting, dans une réunion. Donc ça peut être une des réponses à la question comment on se comporte. Ce qui est amusant, c'est qu'on aborde la définition du succès, ce que ça veut dire le succès, et que dans une équipe, parfois, on voit qu'il y a des réponses très différentes et qu'on a du mal à s'accorder. Et c'est quand même intéressant que si on n'est pas d'accord sur ce pourquoi on est là et quel succès, ou qu'est-ce qui est le plus important maintenant, évidemment, il va y avoir des frictions, et des frictions qu'on ne comprend pas. Parce qu'en fait, on ne s'est pas mis d'accord. Et ça, c'est un exercice super intéressant. Ce qui nous fait 2 choses pour cette première étape du voyage qui vont nous permettre de nous améliorer à définir cette vision, à façonner finalement l'avenir. Avant de continuer notre voyage ensemble, j'avais trop envie de parler de ça, donc du coup, on va prendre une petite route à gauche et on va aller voir quelque chose qui me passionne et où, quand j'ai commencé à mettre le doigt dedans, ça a éveillé encore davantage ma curiosité et du coup, j'ai envie de le partager avec vous. En fait, je me posais des questions, mais finalement, on se développe, on continue à grandir, à évoluer, mais on continue vraiment à grandir et à évoluer quand on est des adultes?
comment on se développe? Pourquoi on est si différent finalement aux différentes étapes de notre vie? Et je me suis intéressé au développement des adultes. Et j'ai trouvé un modèle qui m'a vraiment fasciné, qui est un modèle proposé par Robert Keegan, qui s'est appuyé évidemment sur les travaux qui avaient été faits avant, par Piaget par exemple. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est le développement des adultes peut se poursuivre tout au long de leur vie, et ils vont atteindre des stades de conscience différents. Et plus ils vont se développer, plus ils vont être capables d'appréhender de la complexité. Et ça, c'est quand même super intéressant. Et c'est surtout intéressant parce que ça expliquerait que de temps en temps, on a du mal à se comprendre et qu'on ne voit pas les mêmes choses du tout. Et que même si j'essaie de l'expliquer, je n'arrive pas à l'expliquer parce qu'en fait, je ne l'explique pas au bon niveau. Je ne parle pas le bon langage. Et du coup, je n'arriverai jamais à l'expliquer. Alors, du coup, ça m'a intéressé et j'ai lu la définition d'un des niveaux qui s'appelle le self-authoring, être auteur, en quelque sorte. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, attendez, ils peuvent se distancier de leurs émotions, ils peuvent apporter des changements à leur comportement, ils savent qui ils sont, quelles sont leurs valeurs, leurs principes, ils gèrent facilement les perspectives des autres, différentes. Leurs opinions, leurs propres opinions, sont vraiment des objets sur lesquels ils peuvent réfléchir. Ils ne sont pas sujets à leurs opinions, si vous voulez. Ils prennent leurs responsabilités, ils prennent leur juste part de blâme, ni trop peu, en essayant de blâmer d'autres, ou trop, en s'accablant eux-mêmes. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça la définition d'un adulte. On est d'accord avec ça? Oui. Presque. Il y en a qui font équipe, du coup, ils peuvent répondre les deux réponses. J'ai vu, hein. Alors, il semblerait que ce ne soit pas complètement la définition d'un adulte. Du coup, c'est intéressant. Et ce qui m'a amusé aussi, c'est de me dire, OK, alors pour moi, c'était la définition d'un adulte, même si je reconnais que parfois, je ne me comporte pas exactement comme ça. Et là, je lis que, en fait, ça, il représente, les gens qui sont à ce stade de conscience, ils représentent 30% de la population adulte. Et je me suis dit, bah, où sont les autres? Alors, où sont les autres? Dans le modèle de Keegan, il repart du niveau existant et il dit le niveau de l'enfant qui a moins de 6 ans, il est au niveau impulsif. Et en fait, si on prend l'exemple de la colère, parce que la colère, c'est un bon exemple, on a tous, à un moment donné, peut-être, en tout cas, moi, j'ai été en colère. Et quand on prend un enfant de moins de 6 ans, ce qu'il peut faire avec sa colère, c'est juste l'exprimer. On ne peut pas lui dire de la ressentir. C'est très compliqué, la colère. On peut l'exprimer. Par contre, tu peux l'exprimer bien. Hein. Généralement, c'est relativement clair pour quelqu'un qui a plus de 6 ans de comprendre que l'enfant, là, est maintenant en colère. Par contre, pour lui, la ressentir, l'analyser, la contrôler, c'est pas possible. Donc ça, c'est intéressant comme exemple. Parce que du coup, après 6 ans, on fait autrement. Et quand on est au stade auteur, évidemment, contrairement aux jeunes enfants, on a la capacité de la ressentir, de l'analyser, de décider quoi en faire. Ce qui nous fait un bon point de connexion avec ce que vous avez écouté juste avant. Bon, maintenant, si on n'a que 30% des adultes là-bas et que eux, c'est des enfants, il nous reste donc les autres. Et évidemment, je suis allé voir le stade d'après, parce qu'en me disant, l'état de conscience d'après, peut-être que c'est ça que j'ai manqué. Dans la description, je me suis dit, voilà, ça c'est un adulte, mais en fait, peut-être que j'ai manqué un truc. Et là, j'ai lu la définition du stade d'après, et je me suis dit, ils peuvent voir du développement dans tous les aspects de leur vie. Ils peuvent considérer leurs propres croyances et idées comme des objets sur lesquels ils peuvent réfléchir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sujets à leurs croyances. Ils peuvent voir ça en disant, ah tiens, ça c'est une de mes croyances, et qu'est-ce que ça veut dire? Ils peuvent accepter d'embrasser différentes perspectives en même temps. Pas besoin de se dire, bon, alors du coup, la mienne, c'est laquelle? Et évidemment, ils voient beaucoup de nuances de gris. C'est-à-dire, les choses ne sont pas noires ou blanches. C'est pas vrai ou faux, c'est pas oui ou non. Ils voient vraiment différentes nuances de gris. Et même peut-être sur plusieurs niveaux. Et je me suis dit, voilà, tout s'explique. En fait, il y a plein d'adultes qui sont là. Et sauf qu'ils ne représentent que environ 1% de la population des adultes.
Et donc, la question reste, où sont les autres? Mais avant d'aller plus loin, j'ai quand même une question pour vous. Êtes-vous un conducteur au-dessus de la moyenne? D'accord? Alors, moi, c'est définitivement oui, mais vous? Est-ce que vous êtes un conducteur au-dessus de la moyenne? Du coup, on est quand même dans une salle intéressante. Bon, il y a des gens qui n'ont pas encore bien compris l'exercice. Hein. Ils ne savent pas comment faire. Je ne vois pas leurs bras, ils sont un peu perdus. En plus, comme la SAD ne les aide pas, parce que là, du coup, on était à peu près 50-50, ce qui nous donnerait la moyenne, du coup, ce qui est pas mal. J'ai quand même eu des salles où, quand j'ai posé cette question, ou dans mon équipe, en fait, on était tous au-dessus de la moyenne. Ce qui fait que la route, à ce moment-là, devait être beaucoup plus dangereuse. Parce que forcément, il ne restait que les gens en dessous de la moyenne qui étaient là. Donc, ici, c'est un peu plus modéré. Vous avez senti le piège venir. Donc oui, on a quand même quelques difficultés généralement à se positionner sur une échelle, mais ce n'est pas très grave. Parce que souvent, c'est à travers le regard des autres qu'on peut aussi aider ou s'aider à comprendre où on en est finalement. Ce qui nous amène à notre deuxième étape de notre parcours, c'est la capacité à donner du feedback. On m'a dit énormément de fois qu'un grand leader, un bon leader, c'était quelqu'un qui était capable de donner du feedback à d'autres dans l'optique de les aider à grandir, à se développer. Ce qui nous connecte avec cette idée de développement de l'adulte. Et évidemment, maintenant qu'on sait qui sont les bons conducteurs, ils n'ont pas besoin du feedback des autres, du coup, puisqu'ils sont déjà bons. On sait aussi qui sont les mauvais conducteurs, en dessous de la moyenne, qui auraient peut-être besoin du feedback des autres. On peut se poser la question, est-ce que vous êtes doué pour fournir des feedbacks? Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de donner quelques feedbacks à mon épouse, que certains d'entre vous connaissent, quand elle conduit. Avec des succès relatifs. Donc, quand j'ai eu à répondre, est-ce que vous êtes doué? Est-ce que je suis doué? Est-ce que vous êtes doué pour donner du feedback? J'étais dans le camp de dire oui, 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 et d'admettre que parfois, peut-être non. Et vous, alors? Il y a des gens qui sont vraiment très, très bons, hein, donc n'hésitez pas à le dire, parce que c'est utile. Il y en a quelques-uns. Alors, regardez-les quand même, parce qu'ils peuvent vous aider. Parce que ça s'apprend quand même. Et c'est intéressant d'apprendre auprès des gens qui sont bons. Alors, vous voyez que tout d'un coup, ce choix binaire ne devient plus binaire. Il y a des gens qui essayent d'expliquer qu'en fait, là, ils sont à 80% dans le non, ou à 55% dans le oui. C'est difficile, le choix binaire. Hein. Tout n'est pas blanc et noir. Mais du coup, attendez, parce qu'on parle de donner du feedback sur la conduite de quelqu'un d'autre, mais est-ce que moi, par exemple, je suis très doué à recevoir du feedback, par exemple, sur ma conduite de mon épouse? Mais vous, est-ce que vous êtes doué pour recevoir du feedback? Oui, alors moi, j'ai eu envie de répondre oui, 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 oui. Parce que bien sûr, le feedback est un cadeau, c'est ce que vous me faites, et c'est merveilleux, vous voyez. Et j'ai envie de l'accueillir, ce cadeau, hein, on est d'accord. Mais j'ai quand même été obligé d'admettre que, non, parfois, vous pouvez vous garder votre truc. Hein. Et je me suis posé la question, c'est quoi ce qui fait la différence en fait? Pourquoi il y a certaines personnes, j'accueille ça, c'est un cadeau, c'est tellement, je suis content, ça me nourrit, et je me dis, je vais en faire plein de choses, ça me gonfle d'énergie, et d'autres, ils me disent un truc, je leur donne pas une baffe, comme dans l'exemple précédent, mais quand même un peu. Hein. J'ai un peu envie de réagir violemment. Qu'est-ce qui fait la différence? Et du coup, Kim Scott, dans un bouquin qui s'appelle Radical Candor, elle définit un peu ça. Elle dit, si vous ne vous intéressez pas sincèrement aux gens, et vous ne leur donnez pas de feedback qui va leur permettre de grandir, vous ne leur donnez pas quelque chose sur lequel ils... Et du coup, c'est intéressant de se dire que je sais faire fonctionner une télécommande. Ah oui, c'est bon. Évidemment, si vous les challengez directement, vous voulez leur donner un bon petit feedback, hein, leur donnez bien votre façon de penser sur ce qu'ils viennent de faire, mais vous ne vous intéressez pas vraiment à eux directement, en fait, ça ressemble franchement à une agression. Hein.
Donc, ce n'est pas forcément là qu'on veut être. Et vous avez compris, parce que certains d'entre vous font un peu de conseil, que comme c'est une matrice 2 par 2, évidemment, il va falloir être en haut à droite. Donc, on va aller vite fait là-haut. Vous vraiment vous intéressez beaucoup à cette personne. Par contre, vous êtes incapable de lui donner un feedback constructif, c'est con. Pardon. On va le couper au montage, ça. Et c'est dommage, parce que c'est bien d'exprimer son empathie, mais est-ce que ça va vraiment aider cette personne? Peut-être pas. Et du coup, on arrive ici, vous vous intéressez véritablement aux autres et vous donnez une appréciation honnête et sincère, c'est merveilleux. Et on est là. Et la question que je me suis posée, mais c'est, d'accord, je donne une appréciation honnête et sincère. Ça, normalement, je devrais pouvoir le faire, être honnête quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire de s'intéresser vraiment aux autres? Comment ils le savent? Parce qu'en fait, finalement, c'est moi je le ressens quand les gens me disent des trucs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, s'intéresser véritablement aux autres, il faut peut-être investir un peu de temps pour construire cette relation. Et comment on peut faire ça? Alors, on en parlait à l'apéro hier. C'est vrai, en plus, hein, c'est même pas une blague. Et une des techniques que j'aime beaucoup, c'est poser 3 questions. C'est un jeu de 3 questions. C'est un jeu que j'ai découvert dans le bouquin de Portia, que vous avez vu tout au début de la conférence, qui s'appelle The Dream Team Nightmare. Et ce jeu de 3 questions, c'est simple, c'est un ping-pong. Donc, on a chacun 3 questions. Donc, le premier va commencer, il va poser une question. Et ensuite, le deuxième va poser sa question. Puis voilà, on a 3 questions. Et vous pouvez poser n'importe quelle question. C'est génial. La seule règle dans le jeu, c'est que vous pouvez passer. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Hein. Pas besoin d'essayer de qualifier la question, tout ça. Vous pouvez passer. Ça m'est arrivé une fois de me dire que peut-être j'allais passer. Une question qu'on m'a posée. Et finalement, j'ai quand même répondu, parce que je me suis dit, si cette question se posait, peut-être que la réponse valait le coup. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous raconterai quelle est la question après. Et du coup, ces 3 questions, c'est incroyable comment ça construit la relation. Alors après, il faut choisir ces questions avec attention. Et hier, on discutait justement d'une question. C'est si vous aviez le choix, tout le monde, dans le monde entier, vivant ou mort, qui vous choisiriez à inviter à un dîner? Un dîner où on va discuter, on va échanger, on va se parler. Qui vous choisiriez? Vous avez quelqu'un en tête? Et c'est fascinant, quand les gens répondent à cette question, d'abord, vous avez une variété de réponses qui est incroyable. Forcément, il y a beaucoup de monde dans le monde. Il y a quelques personnes qui reviennent, mais quand elles ne reviennent pas pour les mêmes raisons. Et les gens vont expliquer pourquoi. Et quand ils expliquent, ils vous racontent des choses incroyables. Et c'est ça, la magie de ce jeu des 3 questions, parce que ça peut vous aider à construire la relation sur un truc qui n'est pas donne-moi ton CV, quoi. Ou ça pourrait laisser penser que vous vous posez la question, est-ce que tu es bien légitime pour être ici, quoi. Et c'est quoi ton expérience professionnelle? Non, il y a des gens qui ont envie de le raconter. D'ailleurs, ils le raconteront, ils saisiront n'importe quelle question que vous allez poser pour vous raconter leur expérience d'avant. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de parler de ça. Ils n'ont pas envie de parler de ça. Les deux sont OK. Et la question que je me pose aussi, c'est ça. J'aime beaucoup cette citation de Abraham Lincoln. Parce qu'elle nous dit un truc. Évidemment qu'on s'entend bien avec les gens qui nous ressemblent. On sait qu'on a un bon fit. C'est le danger des entretiens de recrutement. Il y a des entretiens de recrutement, au bout de 10 secondes, je sais que la personne est bien. Même pas encore parlé. On parlait de biais hier avec Isabelle Collet. Et du coup, j'utilise tout mon intellect pour prouver ma perception des 45 premières secondes. Donc, je peux trouver des super questions. Alors évidemment, si vous faites vos entretiens de recrutement comme ça, vous avez tendance à recruter des gens qui sont un peu tous pareils, et un peu tous comme vous. Ça tombe bien. Ça, c'est de la diversité. Du coup, si vous ne voulez pas faire ça, ça veut dire que vous allez devoir changer votre façon de faire des entretiens de recrutement pour éviter d'être sujet à votre perception initiale. Et c'est super dur. Du coup, je ne pose que des questions qui permettent aux personnes d'expliquer une situation dans laquelle elles ont fait quelque chose. Du coup, j'ai toujours, enfin, suivant les rôles, évidemment, du coup, je sais que je ne poserai que 3 questions, et c'est ces 3 questions qui sont sur le papier, et j'en poserai pas d'autres. Et du coup, j'aurai 3 situations que je pourrais partager avec d'autres. Mais c'est super important. Et faire cet effort de construire la relation, il est important. Du coup, moi, je me pose une question, et je vous pose cette question. C'est si vous imaginez là, maintenant, une personne que vous connaissez, pas si bien,
mais qui bénéficierait vraiment d'un de vos feedbacks candides, radicalement candides, est-ce que vous êtes prêt à établir la relation? Est-ce que vous êtes prêt à investir du temps pour justement pouvoir donner ce feedback à cette personne et que ce feedback lui soit utile? Vous avez la personne en tête? Vous êtes prêt? Ah, il y a certaines personnes, c'est pas si facile. Hein. Mais peut-être avec une autre personne, ça marchera. Alors du coup, c'est la deuxième étape. Et vous vous doutez maintenant, parce que vous le savez, que on fait un petit résumé. Donc on a identifié des choses que vous pourriez faire et qui vont vous permettre de donner des feedbacks utiles et constructifs. Et des feedbacks utiles et constructifs, du coup, ça va nous permettre peut-être d'aider les autres à se développer, à grandir, et peut-être à se positionner différemment sur cette échelle du modèle de Kikan. Et peut-être que ça va nous aider, nous aussi, à grandir et à nous développer, à découvrir d'autres facettes de nous-mêmes. Alors, on était resté à 30% des adultes niveau auteur, moins d'1% au niveau d'après. Si on prend Imperial Mind, ce qui est défini comme ça, c'est à partir de 6 ans et pendant l'adolescence. En gros, si on les décrit, c'est des gens qui sont centrés sur leurs propres besoins. Ce qui compte, c'est ce qu'ils veulent et comment ça les impacte. Qu'est-ce que ça fait pour eux? Généralement, ils ont des opinions assez stables. Ils aiment bien qu'il y ait des règles et ils y obéissent. Alors, il faut se méfier sur celle-là parce que vous pouvez tomber sur des gens qui sont à ce niveau de conscience-là, mais pour qui la règle, c'est de casser toutes les règles. Hein. Donc, il faut se méfier quand même. Ils ne voient pas énormément de complexité. Par contre, ils sont super bons pour identifier des relations de cause à effet. Il se passe ça parce que ça. C'est très, très clair quand ils expliquent les choses. Il y a des relations de cause à effet très claires. Et les choses, généralement, sont plutôt blanches ou noires. Pas trop de nuances. On voit qu'on utilise beaucoup, dans le vocabulaire politique, par exemple, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que tous ces états de conscience, ils sont tous présents en nous. De temps en temps, moi aussi, je réagis comme un enfant de 2 ans. Et je me mets en colère et je ne comprends pas vraiment et je ne fais que l'exprimer. C'est comme ça. Donc, c'est comme des poupées russes. Donc, c'est malin, manipulateur, mais malin, d'appeler les gens à réagir avec ce niveau-là. Parce que du coup, les choses sont simples, elles sont soit blanches, soit noires, et les relations de cause à effet sont claires. Il y a à peu près 15% de la population adulte qui est à ce stade-là. Du coup, ça nous laisse avec le dernier stade, où il y a 55% de la population, où on a les gens qui sont à l'étape de socialisation, et dans l'étape de socialisation, on voit le monde à travers les idées et les théories des autres. Et du coup, on s'intéresse beaucoup, on s'attache beaucoup à leurs attentes. Ça nous intéresse. Et on est plus facilement loyal à un système, à une personne, à une idée. On veut appartenir. C'est important d'appartenir à un groupe. On pourrait même devenir militant pour une idée. J'attends que quelqu'un se dise, mais est-ce que l'agilité, du coup, même. Et on commence quand même à voir des nuances de gris. Hein. C'est pas mal. Et comme c'est 55% des gens, en fait, on va en rencontrer beaucoup. Et de toute façon, même si on est en train d'être au niveau d'après, on va probablement être très confortable d'interagir à ce niveau-là, parce qu'on l'a tous en nous, en quelque sorte. Donc l'idée des stades, c'est des états de développement. C'est pas l'un qui est mieux que l'autre, en fait, ça n'a pas d'importance. Et les précédents existent toujours en nous, donc c'est comme des poupées russes. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, mais si j'essaye d'expliquer cette chose, qui est quand même assez complexe, et que la personne que j'ai en face de moi essaie de m'expliquer que c'est très simple, et qu'en fait, c'est une relation de cause à effet très simple, et que moi, j'essaie de dire, mais non, mais c'est plus compliqué que ça, et que ça ne marche pas.
Je vois bien que ça ne marche pas. En fait, il y a une raison pour ça. C'est que je n'explique pas de la bonne façon. Et du coup, la personne qui pense que ça arrive à cause de ça, si j'essaye de lui raconter tout le système et toute sa complexité, de toute façon, elle ne peut pas l'avoir. Donc la seule chose qu'elle pense, c'est que je suis en train d'essayer de l'enfumer. Donc il va falloir que je trouve un autre moyen. C'est quand même intéressant. Évidemment, si je suis politique, je n'ai pas forcément besoin de faire comme ça. Au contraire, je peux peut-être trouver un moyen, au contraire, de ne pas essayer d'expliquer la complexité. Si on se pose toutes ces questions, du coup, c'est... Excusez-moi. Si on se pose toutes ces questions, du coup, l'idée de donner du feedback pour aider les autres à grandir, elle prend une couleur un peu différente, parce qu'on peut essayer d'aller dans cette direction-là. La dernière des caractéristiques de leadership qu'on m'a rapporté être vraiment importante, c'est des gens qui ont la capacité de faire avancer les choses. Et j'ai eu une super conversation avec Goïko Hadjic, et où il me racontait qu'à un moment donné, il a été CTO d'une boîte, et où ils étaient vraiment très, très, très bons. Ils faisaient du software, ils faisaient du logiciel, et ils étaient vraiment très bons. Ils délivraient, tout était absolument testé, tout était automatisé, c'était merveilleux. Ils délivraient, ils délivraient, ils délivraient. C'était merveilleux. Là, ils faisaient vraiment les choses. Ils faisaient vraiment avancer les choses. Le seul truc, c'est que c'était pas les bonnes. Et qu'ils s'en sont rendus compte un peu tard. Au moment où ils n'avaient plus de cash. Et donc, ils sont morts. Et du coup, pourquoi il s'est intéressé à ça? C'est pour savoir, mais en fait, comment on sait que c'est les bonnes choses? Et il dit, l'impact mapping, c'est la meilleure façon de faire. Et du coup, l'impact mapping, vous connaissez déjà? Ok. Et donc, du coup, on va regarder ensemble quel est l'impact mapping. J'ai oublié le slide, oui, non, ça s'est vu, là. Ouais, je l'ai vu aussi, mais je pensais que personne ne le verrait. Si, ça s'est vu quand même. Okay. L'impact mapping, c'est simple, ça marche comme ça. Il y a 4 colonnes. C'est pourquoi, qui, comment et quoi. Simple. Alors, je vous donne un exemple, parce que s'il faut travailler avec des exemples simples, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, le pourquoi, aujourd'hui, c'est on va avoir un fantastique pique-nique. OK? Ça, c'est notre pourquoi. Avec qui? Avec notre partenaire préféré, bien sûr. Alors, ce qui c'est embêtant, c'est qu'à ce pique-nique, ça invite des moustiques. Parce que du coup, il serait plus fantastique. Donc, vous voyez que dans le qui, là, on a des gens qui peuvent bénéficier ou soutenir, ou des gens qui peuvent s'opposer ou nous empêcher. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on pourrait faire pour que les moustiques ne viennent pas nous pourrir notre pique-nique? Ça, c'est la colonne du comment. Bah, il y a une solution, c'est qu'ils ne viennent pas. Alors, comment on peut faire pour qu'ils ne viennent pas? Qu'est-ce que l'on peut faire? Le quoi? C'est toutes les activités que l'équipe va faire. Ils vont dire, bon, bah là, oui, en fait, le système d'arrosage ne marche pas, donc il y a des flaques partout, on fait grandir nos propres moustiques. Donc, ce n'est pas une solution, il faut résoudre ce problème de système d'arrosage. Dire, ben, en fait, si on plantait des plantes qui repoussent les moustiques, du coup, ils ne viendraient pas. Il y a des petits devices, il y a des petits appareils qui émettent un son très aigu, très, très désagréable que les moustiques détestent. Donc ça, c'est super. Bon, ça pose juste un problème, c'est que nous, adultes, on ne l'entend pas. Hein. Par contre, les enfants et les teenagers, ils l'entendent. Donc, si vous voulez avoir des enfants et des teenagers à votre pique-nique, ça ne marche pas. Mais sinon, s'il n'y a que des adultes, vous êtes tranquille. Évidemment, ça, c'est plein de solutions pour qu'ils ne viennent pas. Une autre solution, c'est que s'ils viennent, ben, au moins, ils ne mordent pas ou ils ne piquent pas. Et il y a plein de solutions pour faire ça. Vous mettez de la lotion anti-moustique, c'est une solution. En fait, ce que l'on voit, c'est que quand on reste sur la troisième colonne, on libère toute la créativité de l'équipe. C'est-à-dire, on ne dit pas à l'équipe comment faire. On ne se dit même pas à soi-même comment faire quand on travaille sur notre propre impact map. On se dit, voilà le résultat que je voudrais obtenir. Et après, comment on va aller sur la Lune. C'est un homme sur la Lune dans cette décennie. Bon, on ne savait pas vraiment comment, bien sûr. Donc, pourquoi je vous parle d'impact mapping? Parce que c'est une des meilleures façons pour définir des objectifs et résultats clés. C'est une approche qui est décriée parfois ou encensée parfois,
mais c'est une approche que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien avoir mes propres objectifs avec de résultats clairs, moi. C'est une bonne façon de le faire, parce que là, ben voilà, il y a aucune personne n'a été mordue par un moustique, n'a été piquée par un moustique au cours du pique-nique, c'est un résultat clé qui me permet de savoir que je vais avoir un fantastique pique-nique. Évidemment, ce n'est pas le seul, il y en aurait plein d'autres, mais c'en est un. Et évidemment, il faut éviter de transformer ces objectifs à résultats clés en liste de tâches, parce que sinon, du coup, on est submergé par les tâches, alors que si on s'intéresse que aux impacts, du coup, on peut les prioriser facilement. Et on peut se dire, bon, on va se focaliser ce mois-ci, ce sprint-là, sur ça. Et on va faire que des choses qui nous aident à avancer ça. C'est pas mal. Christina Whitke, elle a écrit un bouquin intéressant qui s'appelle Radical Focus, si vous voulez en savoir plus sur les OKR. Évidemment, vous pouvez écouter l'épisode du podcast, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est quand on crée ses propres OKR, c'est de les partager avec les autres. C'est aussi un moyen d'établir la relation avec les autres. Parce que souvent, ils vont dire « Ah, mais tiens, je sais comment t'aider pour ça. » Ou ils vont te poser des questions sur ton impact map et te dire et te faire voir des choses que tu n'avais pas vues. T'apporter des perspectives différentes. Et bien sûr, ce qu'on veut faire là, c'est installer une cadence. C'est pas juste je définis des objectifs, c'est j'installe une cadence de réflexion. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est avant de partir en week-end, le vendredi, je regarde mes OKR à moi. Je regarde aussi ceux de mon équipe, mais je regarde aussi les miens. Et je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui m'a fait avancer sur mes OKR? Alors parfois, je suis très satisfait et je suis très content de moi. Parfois moins, parfois pas du tout. Mais du coup, le truc que je fais après, c'est de revoir la semaine qui vient après et de regarder qu'est-ce que je vais changer pour avoir un vrai impact sur mes OKR. Je fais ça moi, individuellement, sur les miens. Je regarde aussi ceux de mon équipe et j'encourage évidemment les membres de mon équipe à faire la même chose. Et puis, tous les mois, on revoit les OKR, on a un vrai score, on regarde si on a vraiment avancé. Et puis, tous les trimestres, on se dit, bon, alors, il y a des choses qui sont faites, des choses qui ne sont pas faites, il y a des choses qu'on doit changer, parce que finalement, peut-être qu'on n'a plus exactement envie d'aller dans la même direction. Et donc, pour moi, c'est vraiment une discipline intéressante. Et c'est ce qui vraiment permet de faire avancer les choses, mais les bonnes choses. Et donc, ça vous fait encore 3 trucs que vous pouvez essayer. Impact mapping, OKR, mettre en place une cadence de réflexion et d'exécution. C'est quand même génial. Et avec tout ça, moi, ce que j'espère, c'est que vous ayez identifié une chose à changer, un changement, qui va vous permettre d'accroître votre impact et votre satisfaction. Et peut-être, en même temps, vous aider à grandir, à atteindre un autre niveau de conscience. Et puis peut-être qu'à un moment donné, avec l'espérance de vie qui augmente, peut-être qu'on sera plus d'adultes à atteindre des niveaux de conscience plus élevés et peut-être même qu'on définira d'autres niveaux de conscience qui seront encore plus élevés, encore plus lointains. Et ça, ce sera génial parce que ça va nous permettre de résoudre des problèmes plus complexes, d'embrasser plus de complexité. Et ça, ce serait quand même une bonne idée, parce qu'on en a besoin. Normalement, si on dit ça, en formulant la question comme ça, on est tranquille, il y en a pas. Ah, ça n'a pas marché. Normalement, si on fait ça, y a-t-il des questions? Non, c'est bon, il n'y en a pas. À la rigueur, des commentaires, des remarques, des impressions. Allô? Oui, bonjour. Pardon. Merci pour la présentation. Ma question, c'est spirale dynamique. Est-ce que tu as regardé un petit peu? Parce que ça, voilà, j'ai rapidement googlé et ça résonne. Absolument. En fait, il y a évidemment, comme dirait George Pox, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. En fait, il y a des modèles qui décrivent l'individu et son évolution. Il y a des modèles qui décrivent l'organisation et son évolution. Donc, par exemple, Tribal Leadership, c'est un modèle qui décrit l'évolution des organisations. C'est un modèle très simple, facile à comprendre, relativement facile à comprendre, et du coup, qui permet relativement facilement de positionner son propre organisation, sa propre équipe,
Spiral Dynamics, ce qu'ils essaient de faire, c'est de connecter ces modèles qui décrivent l'individu et les modèles d'organisation. Et en plus, ils essaient de se poser la question, mais alors si on connecte à chaque fois les individus et les organisations, au bout d'un moment, on évolue et on fait évoluer l'ensemble, parce que tout ça, c'est un système, et on fait évoluer toute la société dans son ensemble. Et donc, ça continue à grandir, et on continue à monter sur cette spirale. Ce que j'essayais d'ouvrir à la fin en disant, mais il y a sûrement d'autres choses après. Donc ça, c'est un autre modèle. Et après Spiral Dynamics, c'est un autre truc qui existe, c'est la Theory of Everything, qui est justement l'idée de dire on peut connecter toutes les théories qui existent au travers d'un modèle comme ça qui évolue en spirale. Donc c'est fascinant, c'est un champ fascinant. Si vous êtes curieux, vous pouvez creuser là-dedans, mais il y en a plein, c'est merveilleux. Si vous avez envie d'en parler, vous me le dites, ça m'amusera énormément. Merci pour cette présentation. Tu parlais juste d'un truc qui a capté mon attention, qui était la question dans une société, quand on embauche, la question de la diversité et la difficulté justement de poser des questions pour s'ouvrir à l'autre et que cette ouverture amène à une diversité. Je me disais, mais jusqu'où on s'ouvre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en fait, on est aussi limité par notre propre perception, notre propre impression des moments. Et il y a des moments où on va être prêt à s'ouvrir beaucoup, et puis il y a des moments où on ne va pas être prêt à le faire. Et peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que ce serait trop. Peut-être qu'on va submerger l'autre en s'ouvrant finalement trop. Donc il y a un rythme à trouver, c'est une danse. Il ne faut pas aller ni trop vite ni trop lentement. Quand on danse avec quelqu'un, il faut réussir à aller sur le rythme qu'on s'est trouvé. Là, pour le coup, il n'y a pas une musique qui va nous donner le rythme. C'est nous qui devons le trouver. Donc je pense qu'il faut avancer par essai-erreur un peu en se disant jusqu'où je peux aller maintenant avec cette personne. Excusez-moi, c'est moi. Oui. C'est possible de connaître les deux autres questions pour s'intéresser vraiment à quelqu'un dans ce que tu proposes? En fait, j'en ai plein. J'ai une liste maintenant, je me suis construit une liste de plein de questions, parce qu'en fait, je me suis construit une liste de questions avec les questions que les autres m'ont posées. Parce que de temps en temps, ils m'ont posé des questions incroyables. Il y a des questions aussi basiques que où est-ce que tu aimes passer tes vacances? Il y a des questions qu'est-ce que tu fais durant ton temps libre? Il y a plein de questions et qui peuvent être amusantes. Il y en a qui sont plus amusantes encore. Mais il faut prendre le temps de les découvrir. Et au cours de cette discussion, prendre une demi-heure avec les gens avec qui on travaille pour se poser des questions. Jouer au jeu des 3 questions, c'est marrant. Merci. J'ai une dernière question qui vient d'en ligne. On me demande quel est le nom de l'échelle que tu présentes. C'est le modèle de Robert Keegan. Ok, merci. Et je pense qu'on va arrêter là. Si vous avez des questions, je vous propose d'en parler en off pour que vous puissiez changer de salle pour ceux qui le souhaitent. Et merci beaucoup Alexis pour cette présentation. Merci à vous.